En matière de biopolitique, et spécialement en ce qui concerne l'embryon et les débuts de la vie, c'est important de comprendre quels sont les défis qui se posent au plus près de ce que vivent les personnes pour voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre, comme l'a dit Blanche, ici et maintenant, pour faire évoluer les choses. Et c'est ce que nous faisons à Vita depuis 20 ans. Le premier défi qui se pose à nos sociétés, c'est celui de l'avortement. 44 millions d'avortements sont pratiqués dans le monde chaque année. C'est 220 000 en France pour 800 000 naissances. 33% des femmes de notre pays connaîtront l'avortement selon l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Ce sont donc des millions de femmes qui ont vécu l'avortement et certaines d'entre nous ici présentes. Donc il ne s'agit pas de juger ni de culpabiliser. Et en accompagnement quotidiennement des femmes et des couples qui hésitent à poursuivre une grossesse ou qui ont vécu l'avortement, nous savons que c'est un acte qui ne se fait pas de gaieté de cœur. Aujourd'hui, on constate que nos responsables politiques sont loin des réalités que vivent les femmes et enfermés dans des débats d'idées. Et les débats qui ont lieu au moment des primaires de droite, dans le cadre des présidentielles, ont montré que voilà, que ça restait au niveau des idées. Alors l'un a dit que c'était un drame, l'un des candidats, l'autre a reconnu que pour des raisons personnelles, il y était opposé, mais tous deux affirmant qu'il s'agissait d'un droit fondamental des femmes. Et c'est encore plus prégnant avec notre gouvernement et la majorité de gauche actuelle qui entend imposer un délit d'entrave à l'IVG à ceux qui voudraient ouvrir d'autres horizons aux femmes que l'avortement. Et cela nous met devant un enjeu majeur. Est-ce que l'on peut continuer à considérer l'avortement comme un élément fondamental de la dignité, de l'égalité entre les hommes et les femmes? En fait, cette considération fait que ça ferme à toute réflexion et nous voyons qu'au fond, beaucoup ignorent la réalité. Quand on rencontre des politiques, ils pensent toujours que la contraception est ce qui va éviter les avortements, alors que la plupart des avortements viennent des accidents de contraception. 72% des femmes en France qui avortent disent suivre une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Oubli de pilule, mauvaise utilisation du préservatif, grossesse qui se poursuit sous stérilet ou implant. Peut-on avoir droit à l'erreur? Est-ce qu'on peut encore accueillir un enfant qui n'est pas programmé? Dans ces situations, souvent, l'avortement est devenu un devoir pour beaucoup. Un moment où les femmes d'ailleurs expriment ce tiraillement, on le voit dans notre écoute, entre cette vie qui se présente, même si elle est inattendue, et des craintes et des angoisses par rapport à leur situation présente. Notre société assène que les enfants doivent faire partir d'un projet parental et classifie les grossesses en désirées et non désirées, comme si c'était une évidence et comme si le désir était quelque chose de stable et ne pouvait pas évoluer. Et comme si le désir, comme l'a dit Aude, donnait l'humanité à l'embryon. En fait, on met les femmes dans un corner. Et les hommes, eux, qu'on a mis hors jeu de la maternité, de l'avortement, en fait, on le voit dans notre écoute, reviennent par la fenêtre en faisant souvent pression pour l'avortement. Et si tu le gardes, je pars, c'est ton choix, mais moi je n'en veux pas. C'est extrêmement violent pour les femmes. Et nous constatons qu'il y a une véritable prévention de l'avortement vers les hommes qui est très nécessaire. Quand on interroge les femmes, ce qu'on a fait à plusieurs reprises à Alliance Vita, elles sont une grande majorité, on l'a fait par sondage, 72%, à penser que la société devrait faire plus pour éviter l'IVG aux femmes. Et elles sont encore plus nombreuses, 90%, à penser que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Et nous constatons en accompagnant des femmes après l'avortement combien un certain nombre souffrent et que c'est important de pouvoir l'entendre. Que font les pouvoirs publics? Ils font ce qu'ils appellent de la prévention des grossesses non désirées en proposant toujours plus de contraception en cas d'échec et en cas d'échec, un accès toujours facilité à l'avortement comme une fatalité, comme si l'avortement n'avait pas de conséquences. En termes de biopolitique, nous expérimentons qu'il y a une véritable prévention à l'avortement qui est possible.
et qui commence d'ailleurs par sortir l'avortement du silence et ne pas se laisser confisquer le débat, et notamment avec la menace du délit d'entrave. Et à Alliance Vita, nous soutenons pleinement la marche pour la vie qui aura lieu à Paris dimanche prochain. Les services d'écoute sont de plus en plus nécessaires, et pour répondre aux réelles détresses et des angoisses des femmes et des couples, en ouvrant d'autres horizons aux femmes que l'avortement, pour celles qui veulent l'éviter, en apportant une information plus équilibrée sur le droit, les aides aux femmes enceintes, et surtout en tentant de lever les malentendus entre les hommes et les femmes autour de l'IVG. Aujourd'hui aussi, il est nécessaire d'ouvrir à un nouveau féminisme qui intègre la capacité des corps des femmes à la maternité comme une richesse pour leur implication dans la société et le lieu de conciliation et non pas d'opposition avec les hommes. Et en particulier au niveau de la sexualité, les jeunes il y a une place pour un autre discours vers eux, avec une approche qui intègre l'affectivité et la sexualité comme le lieu de relation et de dialogue avec l'homme. Le deuxième grand défi, c'est celui de notre rapport au handicap, à la vulnérabilité. Delphine Olive en a parlé avec le développement des outils de dépistage et de diagnostic anténataux. L'embryon et le fœtus sont devenus progressivement des petits patients. Et en même temps, on donne la possibilité d'avorter. Et en France, depuis la loi de 75, en cas de handicap, sans délai jusqu'à la naissance. Aujourd'hui, plus de 7000 interruptions médicales de grossesse sont pratiquées chaque année dans notre pays. Et en réalité, on se retrouve au cœur d'un conflit vraiment dramatique pour les parents en cas de diagnostic de handicap. Ils sont souvent sommés de choisir entre garder ou pas leur enfant. Et ils le prennent souvent comme une décision médicale, et ce n'est pas sans souffrance. Mais ce qu'on voit, c'est que ce qui était présenté comme des choix individuels, finalement, dessine une culture à laquelle nos contemporains finissent par se conformer. L'enjeu biopolitique derrière, et qui a été très bien mis en lumière par l'ancien président du comité d'éthique français, Didier Sicard, dès 2007, c'est celle d'un eugénisme, et un eugénisme insidieux, car démocratiquement admis par nos sociétés. Les 96 fœtus diagnostiqués trisomiques qui sont avortés en France nous en font prendre la mesure. Nous constatons qu'il y a un engrenage et qu'il y a une répercussion sur les personnes handicapées elles-mêmes, et certaines ont rejoint notre association et expriment leur sentiment d'injustice et de remise en cause de la légitimité de leur propre vie. Nous sommes aujourd'hui face à un défi à la fois médical et humanitaire. Si en positif, le diagnostic prénatal permet la prise en charge de près de 6000 enfants chaque année en France en postnatal, sachons reconnaître que éliminer le petit patient malade au lieu pour supprimer la maladie constitue une régression scientifique et aussi en termes de prise en charge humaine. Ce qui se profile dans les prochaines années doit nous alarmer. Aujourd'hui, par une simple prise de sang d'une femme enceinte, on va pouvoir analyser les cellules de l'embryon qui sont présentes dans son sang et analyser les caractéristiques génétiques et chromosomiques. Alors posons-nous la question, est-ce que notre embryon, le nôtre, serait passé au tamis de tels tests? Alors ça nous concerne, mais ça concerne surtout les générations futures. En termes de biopolitique, rappelons-nous que la bataille autour de l'arrêt Perruche, au début des années 2000, où des parents ont accusé un médecin d'avoir donné naissance à leur enfant handicapé plutôt que de l'avoir avorté. Et c'est l'énergie, le courage de parents d'enfants handicapés qui ont été extrêmement blessés par cette accusation et qui ont permis, autour de la Fondation Jérôme Lejeune et du témoignage de notre ancien président, le docteur Xavier Mirabel, père d'une enfant trisomique, et qui ont obtenu que soit inscrit dans la loi française qu'on ne puisse pas considérer comme un préjudice le fait d'être né et d'être né handicapé. Donc aujourd'hui, à ce stade où l'on en est en France, toutes les politiques en faveur des personnes handicapées et aussi de la recherche médicale ne peuvent pas faire l'économie d'une réflexion sur cette tentation d'eugénisme. Et cela nous interroge aussi sur notre rapport au handicap. N'ayez pas peur, touchez-moi, dit Philippe Pozzo di Borgo, qui a inspiré le film Intouchable.
je suis fragile, mais aussi c'est ce qui me rend plus humain. Le dernier défi qui est lié aux manipulations de l'embryon humain. Il est préoccupant de constater aujourd'hui que la procréation artificielle, qui pallie l'infertilité mais qui ne la soigne pas, devienne la réponse quasi systématique aux problèmes d'infertilité, au détriment d'une véritable recherche sur les causes d'infertilité. Et ça m'a été à nouveau confirmé dans un colloque avec des médecins de la procréation qui ont reconnu que nous étions orphelins en matière de recherche sur le rétablissement de la fertilité. Et c'est notamment inquiétant avec la montée de l'infertilité masculine que l'on observe dans la plupart des pays occidentaux. Ces techniques artificielles ont à la clé posent des questions humaines, mais aussi des questions éthiques. Elles sont éprouvantes psychologiquement, mais aussi physiquement, et particulièrement pour les femmes. Et on va produire plus d'embryons à chaque cycle de fécondation in vitro que certains parents peuvent accueillir, en tout cas en termes de nombre d'enfants. Et on aboutit aujourd'hui à avoir 200 000 embryons congelés en France, dont un tiers ne fait plus l'objet de projet parental et sont voués soit à la destruction, soit à la recherche, qui d'ailleurs conduit à leur destruction. Alors la première conséquence, c'est que la banalisation de ces techniques ont fait naître une surenchère de demandes, et particulièrement de personnes qui n'ont pas de problème d'infertilité, et on le voit avec la revendication de la PMA pour des personnes seules, ou pour des couples de femmes de même sexe, ou encore de la GPA, gestation pour autrui, qui instrumentalise gravement les mères porteuses et n'est pas sans conséquence sur les enfants. Alors, il s'agit d'une préoccupation très actuelle qui s'invite dans les élections présidentielles françaises. Dans ces conditions, les enfants sont considérés comme des êtres hors sol, sans lien, sans racines, qui pourraient être coupés délibérément de la femme qui les a portés ou de leurs origines biologiques. Ils sont fabriqués en kit, avec des donneuses d'ovocytes d'un côté, des mères porteuses, ou avec un donneur de sperme, mais qui finalement donnera un enfant sans père. Et le business de la procréation prospère à travers le monde, et il est estimé à plusieurs milliards de dollars. L'enjeu biopolitique majeur qui naît de cette pratique est celui d'un basculement vers le droit à l'enfant, au détriment des droits de l'enfant, avec à la clé la marchandisation de l'être humain. En termes de biopolitique, cela demande d'avoir le courage de frustrer et limiter les désirs des adultes quand ils mettent à mal le droit des enfants. La fascination pour l'embryon par les scientifiques montre combien aussi il appartient à notre humanité, et on atteint aujourd'hui, avec la recherche sur l'embryon, aux racines de la vie, avec le pouvoir d'intervenir sur l'embryon et même de le modifier. L'irruption de nouvelles techniques comme le CRISPR-Cas9, qui permet de cibler des gènes pour les modifier ou les réparer, et qui peut être très prometteuse pour soigner des maladies génétiques, pose des questions majeures s'il est appliqué à l'embryon. Et nous avons été à Vita des lanceurs d'alerte à travers une campagne au printemps, Stop Bébé OGM, pour dénoncer le fait que si on l'appliquait aux embryons, ça pourrait être transmis aux générations futures, et avec des réactions incertaines pour des enfants qui seraient incinés. En termes de biopolitique, ce qui est faisable n'est pas forcément un bénéfice, surtout quand ce sont des enfants qui deviennent des cobayes. Et pour cela, il faut savoir entendre la crainte des citoyens qui demandent que la science soit régulée par l'éthique. Et c'est ce que nous avons fait à travers un sondage au printemps dernier avec l'IFOP. Et les Français sont majoritairement opposés, 78%, à ce que l'on intervienne sur le génome des embryons. En conclusion, on ne peut que constater que la manière dont on traite les débuts de la vie humaine a un impact sur la société tout entière. Et au fond, prendre le parti de l'humanité de l'embryon en matière politique est le meilleur régulateur d'humanité et de développement contre toute tentation de toute puissance. Merci.